Alors voici la dernière partie de cette matinée avec un thème de discussion un peu provocateur bien évidemment, comme dans chaque intervention de ce matin, il y avait de la provocation mais aussi de la connaissance et on va essayer d'avancer sur ce sujet. Donc le thème de cette petite table ronde c'est que veut dire vin à forte personnalité et que représente-t-il aujourd'hui dans cette émergence de vin, que représente-t-il dans le marché? Alors, je vais présenter déjà rapidement nos participants. Jaëlle Brouard, directrice de l'Institut du management du vin à l'École supérieure de commerce de Dijon. À sa droite, les Bourguignons le connaissent bien, Jean-Philippe Gervais, donc directeur du pôle technique et qualité du BIVB. À ma droite directement, nous avons un Parisien comme moi, Olivier Roblin, qui est caviste à Paris, la cave du Panthéon dans le 5e. À ma gauche, un autre Bourguignon bien connu, Jean-Yves Bizot, vigneron à Vonne-Romanais, mais aussi très impliqué puisque président de l'Institut universitaire de la vigne et du vin de Dijon. À sa gauche, Antoine Laurier, un second Antoine, bonjour, acheteur en vin pour l'hypermarché Cora à Auxerre, une grande surface très impliquée dans les vins de Bourgogne. Et à l'extrême gauche, n'y voyez aucune allusion, Serge Volikov, historien, directeur de la maintenant célèbre et très d'actualité Maison de la Science de l'Homme de Dijon. Je vais me tourner tout de suite vers Jean-Philippe, parce que ce qui m'a vraiment interpellé par rapport à quand on m'a énoncé cette table ronde, c'est le terme de vin de forte personnalité. Je suis dans le monde de la presse, je la lis, c'est un terme que je n'ai pas souvent vu, et je me dis c'est vrai qu'il est assez intéressant parce que c'est un nouveau concept, on va employer un grand mot, mais surtout d'où vient-il et comment la Bourgogne, et je trouve ça très intéressant que ce terme émerge en Bourgogne, comment vous est venue l'idée de vous interpeller sur ce type de vin? Alors tout d'abord, excusez un petit peu ma voix, on va mettre ça sur le compte du grand courant d'air d'idées nouvelles qui souffle depuis le début de la matinée, qui est vraiment très très riche et très prometteur. On aurait pu dire effectivement vin alternatif, on aurait pu dire vin de défricheur sensoriel, je sais pas. La réflexion en tout cas a été posée de façon avec un caractère très officiel, puisque c'était dans le cadre d'une assemblée générale de l'interprofession en juin de 2008, où a été posée très clairement la question de ces vins réalisés par des producteurs très engagés. Donc c'est pour ça que je parle de termes de défricheurs sensoriels, semble-t-il en toute possession de leurs moyens intellectuels, physiques et de maîtrise des outils techniques, et qui proposent des illustrations, quelque chose entre finalement une intersection entre le territoire et l'homme, une expression sensorielle, et qui se retrouvait mélangée dont les vins se retrouvaient mélangés avec d'autres, dont on pouvait là très clairement se poser la question de leur existence en termes de vin sur une analyse basique de défauts. Alors on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut gérer ce problème-là? On a des grands vins, des vins qui existent à la fois par leurs caractéristiques sensorielles et leur grande valeur ajoutée, et comment est-ce qu'on peut les prendre en compte finalement pour illustrer cette diversité dans une Bourgogne dont on sait que la durabilité est également associée à cette notion de diversité sensorielle. Donc c'est là que la question a été posée, et ensuite elle a été reprise et intégrée dans le plan Amplitude 2015 en disant que une Bourgogne durable se devait de mieux comprendre la place de ces vins en termes de marché, et également en termes de contrôle qualité produit, puisque la question s'était posée de façon dure pour ces producteurs-là à l'époque. Donc c'est toute la question de la taille de la boîte, et est-ce que finalement jusqu'où va-t-on, c'était le sujet de traité tout à l'heure par notre ami Jean-Yves Le Fur, sur la question de l'appartenance ou pas au sein d'une ODG, au sein d'une appellation d'origine, ou jusqu'où va-t-on dans la diversité sensorielle. Alors, je ne vais pas poser à tous les participants quelle est pour eux la définition d'un vin de forte personnalité. Je vais la poser seulement à une seule personne, le plus représentatif, on va dire, celui qui est capable de le faire, puisqu'il peut en faire, c'est un vigneron. Pour un vigneron, quand on vous parle de vin de forte personnalité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que déjà pour vous, il y a une définition? Alors, la définition du vin à forte personnalité, bon, Jean-Philippe vient de la présenter, c'est quand même le résultat d'une réflexion qui est menée quand même depuis quelques années, notamment liée aux dégustations après la mise en bouteille. Alors, si je devais définir un peu le terme, qui effectivement a tendance à créer une frontière entre deux approches, les vins qui seraient
qui auraient une personnalité puis les autres qui n'en ont pas, ce qui est quand même pas vraiment une démarche très constructive. Je dirais que les vins à forte personnalité résultent d'une approche esthétique et donc technique particulière, mais raisonnée, et dont le résultat n'est pas forcément un produit très consensuel, qui crée le consensus. Donc qui peuvent effectivement être rejetés lors de dégustations de type agrément ou de type suivi de la qualité. Alors, allons un peu plus loin. Pour un caviste, lui, il a la lourde tâche de faire passer le message de ces vins que j'imagine chez vous toutes à forte personnalité. Mais vous, alors concrètement, comment vous en parlez? J'imagine que vous n'utilisez pas ce terme, vous en utilisez d'autres. Et vous pouvez, à votre tour, définir un peu cette périphérie? Lourde tâche, pas tellement. Les choses se font très naturellement, si j'ose le terme, pour la vente de ces vins-là. Il suffit de demander à nos clients de faire l'effort, de se poser la question de leur goût. Moi, je les incite énormément à affirmer une liberté de goût, à désapprendre peut-être leurs habitudes de dégustation de boissons. On débouche différents types de vins qui s'opposent dans les styles, dans les intentions, sans forcément leur présenter les étiquettes ni communiquer sur la façon dont ils sont faits. Et on observe leur comportement. Tout de suite, sortons de l'angélisme. Vous avez des mots plus simples. Quand vous êtes devant un consommateur, un client dans votre boutique, vous allez employer, disons-le, des noms comme nature, sans soufre, biologique. Parlons de ça un petit peu concrètement, c'est-à-dire parce que ce sont aujourd'hui cette nébuleuse-là qu'il faut qu'on évoque. Oui, j'ai pas envie de passer pour le manipulateur de mes clients. Ces termes-là, je les emploie bien volontiers dès lors que j'ai en face de moi quelqu'un qui est susceptible de comprendre le message. Je ne crois pas faire du militantisme de base pour ces vins-là. Je préfère que mes clients se portent sur le goût. Et pas spécialement au-delà, sauf si ils en font la demande. Et c'est tout type de clientèle, Madame le disait très bien, la consommation est extrêmement complexe. Il n'y a pas une catégorie de clientèle qu'on attribue à ces vins-là. Ça va du jeune étudiant, de la jeune étudiante, au chef d'entreprise, à la grand-mère de 80 ans. Tout le monde est susceptible d'apprécier ces vins un petit peu décalés, que d'aucuns jugeront à défaut. Certains le sont sans doute en effet, mais face à quelqu'un qui vous dit ne pas comprendre de quoi vous parlez si vous parlez du défaut et qui s'en régale, eh bien ma foi, je pense qu'il faut l'accepter et le tolérer. Jusqu'où, c'est une vraie question, et je pense qu'elle n'est pas facile il n'est pas facile de l'appréhender, cette question. Au nom de quoi on ira dire à un consommateur « tu es dans le faux ». Il affirme son goût, il s'en régale, ça n'est pas compliqué. Et avec des niveaux de prix parfois très élevés, ou pas du tout. C'est complètement éclaté. On n'a pas un profil, ni de discours forcément de notre part. On accorde la liberté de goût à nos clients. Et ça ne fait pas l'unanimité du tout, bien entendu. Comme le disait M. Bizot, ce n'est pas le propos. Il n'y a pas la recherche du consensus. C'est un marché de niche, je crois que la production c'est peut-être 1% de la production nationale et une clientèle adaptée. Alors justement, Madame Brouard, est-ce que c'est vraiment une catégorie aujourd'hui identifiable? Est-ce que les études nous permettent de déjà, les données statistiques ne prennent pas en compte ce type de produit. Par contre, vous avez tous pu constater, par des signaux forts ou des signaux faibles, l'évolution de l'offre chez des cavistes, l'évolution des bars à vin, l'évolution d'un certain nombre de types de produits. Et donc, il y a bien un marché pour ce type de produit. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune donnée qui permet à la fois de mesurer le type de caviste, par exemple, qui propose ce type de produit, de la même façon que la taille de ces marchés. Alors, on parle de niche. Vous évoquiez 1%. Je ne sais pas si c'est 1%. Mais n'oubliez pas que le terme niche est quand même intéressant. Mais il peut y avoir des niches pour Chihuahua ou des niches pour Saint-Bernard. Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir à peu près à quel niveau on se situe. Et je crois qu'on est vraiment sur
des marchés qui sont en train de se développer, parce que le consommateur de vin, il n'est pas que consommateur de vin, il consomme aussi d'autres produits. Et la démarche qu'il a dans le vin est aussi une démarche qu'il a sur d'autres catégories. Il recherche de la diversité. Et également un phénomène, et dans le mot, vous parliez de personnalité, il y a quand même le nom de personne. L'importance du lieu où est fait le produit est importante, mais aussi qui a fait le produit devient un élément important. Et les cavistes ou les prescripteurs journalistes, ils sont bien des intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs pour parler de celui qui produit. Et derrière le produit, il y a aussi l'homme qui le fait et la présentation de l'homme, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le storytelling, l'histoire qu'on raconte, devient aussi importante que le goût ou le prix. Alors, Antoine Laurier, on ne va pas refaire le procès de la grande distribution aujourd'hui, mais vous vous doutez bien qu'on va vous poser des questions. On parle de prescription, on parle de passage d'images d'hommes qui font le vin. Où sont les prescripteurs dans un rayon de grande surface? Et quand on vous invite à une table ronde sur les vins à forte personnalité, qu'est-ce que ça évoque pour vous quand on connaît la réalité aujourd'hui d'un rayon de grande surface? Pour moi, ça évoque simplement le vigneron. Si on a un vigneron qui est reconnu dans la région, ces vins sont faciles à vendre. C'est une approche plutôt commerciale. Parce qu'un vin peut être... là, des vins, comment ça s'appelle, à forte personnalité, qui ont une niche de 1%, c'est pas des grosses ventes. Je sais pas, comme mon ami caviste, je préfère vendre des vins dont le vigneron est reconnu. C'est mon point de vue à moi. Donc, ce qui veut dire vous opposez, en fait, forte personnalité et reconnaissance. Reconnaissance, oui. Parce que dans un hypermarché, quand même, le client fait un achat d'impulsion. Donc il fait un achat de reconnaissance. Donc pour lui, c'est plus facile d'acheter un vin dont il connaît le vigneron que d'acheter un vin dont il connaît la personnalité. Alors on va ouvrir un petit peu le débat avec Serge Volikov, l'historien que vous êtes. Je suppose qu'il va nous expliquer que tout ça a toujours existé et depuis fort longtemps. Ah oui, non, absolument pas. Je ne vais pas vous faire le couplet. Il n'y a rien de nouveau. Ça a toujours été. Mais c'est vrai que parfois, on croit qu'on fait du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que effectivement, ce matin, Christophe Lucan a dit à toute vitesse, mais il a signalé l'évolution des goûts, l'invention des goûts. Moi, ce que je voudrais dire, c'est pas d'un simple point de vue d'historien, mais en sciences humaines et sociales, Marion de Mossier faisait remarquer qu'on ne peut pas actuellement séparer les modes de consommation, le rapport au vin, et Joël Boire aussi, il évoquait, en faisant l'économie du contexte économique, social, démographique du monde actuel. Le problème est de savoir quand ça a changé, qu'est-ce qui a changé, et jusqu'où ça change. Par exemple, on a évoqué, Marion évoquait sa consommation personnelle. C'est intéressant. La consommation personnelle, sauf que c'est un phénomène qui n'est pas que personnel, c'est un phénomène général. Et que, par exemple, le fait que la consommation de vin en France ait baissé historiquement, ça soit retourné depuis le milieu des années 60 et diminué de plus de moitié en moins de 50 ans, est une donnée extrêmement lourde. Et le fait que pendant un siècle et demi, on ait eu une montée constante de la consommation du vin est aussi une donnée constante. C'est-à-dire que la personnalité des vins, la différenciation, la diversité ne se fait pas dans le même contexte quand on est en diminution de la consommation des vins ou en augmentation de la consommation du vin. Mais cela dit, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que, en fait, il y a du quantitatif et du qualitatif qui fait qu'on ne peut pas s'en tenir là. C'est-à-dire qu'on consomme, souvent on le dit, on consomme moins, mais plutôt mieux. Et donc cette question du mieux, qu'est-ce que ça veut dire à une époque où il y a une partie de la population qui a un niveau de vie qui est précarisé, qui est dans des situations économiques considérablement dégradées, ou qui sont en train de se dégrader. Parce que là, on a quelque chose qui est... Et les vignerons le ressentent souvent de manière un peu décalée. Le contexte économique lourd peut peser parfois de façon différée. Et on sait que dans des régions... C'est pour ça que j'ai bien aimé quand... tout à l'heure, Marion nous appelait en Bourgogne à être attentifs à d'où nous parlions, c'est-à-dire que
c'est vrai que la Bourgogne, à tel ou tel moment, a eu, grâce à l'exportation, un moyen de s'en sortir mieux que d'autres régions. Mais moi, je dirais que pour l'histoire du vin en France, c'est pas seulement pour la Bourgogne, c'est très important qu'en France, on connaisse les vins qui sont produits en France. Et qu'on soit attentif à les faire connaître. Et c'est pour ça que les vins dits de forte personnalité me semblent très importants dans la mesure où c'est une manière peut-être de situer des gammes de produits dans un territoire. On évoquait ce matin le grand débat sur les qualités substantielles. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles qualités substantielles qu'on peut identifier pour ces vins, et dans un cadre territorial relativement quand même hétérogène, extrêmement diversifié, ce qui est à la fois le problème de la Bourgogne et en même temps sa richesse. Et on sait que c'est à l'étranger, on ne pense pas qu'un vin qui se réfère à la Bourgogne a une faible personnalité, alors que parfois en France, et surtout en Bourgogne, quand un vin est de Bourgogne et seulement de Bourgogne, par définition, on pense qu'il n'a pas de personnalité. Alors justement, je me tourne vers le viticulteur. La personnalité, c'est parce que c'est une réaction. On décide de partir vers une voie en réaction par rapport à une production ambiante qu'on trouve justement un déficit de qualité ou de personnalité dans les vins ambiants. Ou peut-être pas forcément de qualité, mais on va dire un manque esthétique. Bon, par rapport au... Attendez, un manque esthétique. Faut expliquer un peu. Non, mais justement, je vais reprendre, je vais expliquer maintenant. C'est vrai que si l'on parle, on a mis le focus aujourd'hui sur les vins, on va dire dits nature, parce que c'est vrai que aujourd'hui la question se pose pour eux, mais il y a 30 ans, c'était un autre type de vinification, c'était les vins issus de la macération sulfitique, qui ont posé problème. De manière moins radicale, parce que la dégustation ne se posait pas au même moment. Mais de toute façon, c'était aussi des vins à personnalité au moment où ils ont émergé. Aujourd'hui, c'est une technique qui a fait un peu marche arrière, mais qui est vraiment admise. Voilà. Donc, effectivement, les gens qui sont partis sur cette approche-là il y a une trentaine d'années, comme ceux qui sont partis sur des vins nature aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y avait une satisfaction esthétique qu'ils ne trouvaient pas forcément dans les vins qui sont proposés aujourd'hui dans la gamme. Donc ça part bien d'une recherche pour aboutir à une technique. C'est pas un rêve qu'on élabore à partir seulement un parti pris technique. Au départ, il y a quelque chose, une recherche esthétique. Alors, est-ce que là je me tourne vers vous, Joël, est-ce que c'est pas un problème de riche, en fin de compte? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est arrivé à un tel niveau de compétences, de réalisation technique, et que la déconstruction arrive parce qu'on est en haut de l'édifice? C'est un petit peu ça. Vous avez quand même, aujourd'hui, on n'a plus de mauvais vins. On a des vins qui sont des vins de qualité, donc on est plus exigeant, on veut encore plus, donc des vins de différenciation, et donc des vins qui nous permettront, peut-être quand on est entre amis, de pouvoir dire, voilà, ce vin-là, tu le connais pas, il est fait comme ceci, il est fait comme cela, il vient de ceci, et celui qui l'a fait, il est comme cela, parce que c'est cette démarche de diversité. Vous regardez aujourd'hui, par exemple, sur des marchés comme le chocolat, on voit bien aussi le même phénomène, avec la recherche de chocolat venant d'origine ou avec des façons de faire différentes, et avec la volonté pour des consommateurs de présenter à des amis pas uniquement des chocolats qui viennent de chez tel et tel confiseur, mais éventuellement des chocolats qui ont une histoire sur la façon dont ils ont été élaborés. Alors j'ai vu le caviste tiquer quand vous avez dit mais tous les vins sont de qualité maintenant. Vous avez quelque chose à dire sur ça ? Oui, je ne connais pas de mauvais vin. On en connaît qui déplaisent à beaucoup, de quelque nature que soit le vin. Mais ce n'est pas parce qu'un vin est bon que je vais l'aimer. C'est l'inverse. C'est mon goût qui va décider si je vais te dire de ce vin qu'il est bon ou mauvais. Dire d'une manière ferme et définitive, ceci est bon, et puis après tout, on ne va pas discuter trop longtemps. Le bon vin ou le mauvais vin, on sait ce que c'est. Je crois que ce ne sera jamais une unanimité sur le sujet. Alors, est-ce que c'est pas le problème de la norme, en fin de compte, d'une forme de normalisation, d'une production normée ? Je ne sais pas, les normes sans doute sont assez présentes, mais c'est assez mouvant, tout se déforme. Proposer une gamme très normée, c'est se heurter à une clientèle qui n'est pas forcément réceptive. Et je pense que c'est le consommateur qui parallèlement au questionnement de certains viticulteurs, se pose aussi la question. Que mettons dans mon verre, que mettons dans mon assiette ? Un besoin d'information.
Et je pense que les normes, s'il y en a, elles éclateront très très naturellement. Alors les limites de ces normes, Jean-Philippe, vous y êtes, c'est votre quotidien. S'il fallait, si on vous demandait jusqu'où le vigneron peut aller, peut aujourd'hui en Bourgogne exprimer sa personnalité, quelles seraient ses limites? Merci pour la question, Antoine. Je vous avais dit que ça va monter en puissance, vous inquiétez pas. Je vais rebondir sur je repense aux deux diapos que nous a présenté Frédéric Brochet tout à l'heure sur le tableau de Miro en disant est-ce qu'on peut juste regarder le produit final ou est-ce qu'il faut s'intéresser à la façon dont on l'a obtenu, c'est-à-dire à l'intention. Tout le débat est là. Moi, je crois qu'il y a vraiment deux choses qui se complètent, qui ne s'opposent pas mais qui se complètent. Il y a d'un côté des gens qui sont sur, on va dire, du marketing de la demande, et auquel cas, oui, il faut un cadre normé, on les met dans une obligation de plus de moyens, je dirais. Et ensuite, il y a des gens qui échappent à ça, qui sont donc sur des visions plus esthétiques, et auquel cas, ces vins-là, ils n'ont pas de prix, on l'a dit hier, ils ont une cotation. On est sur du marché de l'art, donc on est sur des choses qui sont beaucoup plus subjectives. Et là, effectivement, l'obligation du résultat, c'est le fait que les vins se vendent avec une marge. Mais je crois qu'il faut redéfinir finalement dans quelle catégorie on se trouve. Et sinon, on va appliquer des outils de contrôle qui ne permettront jamais de réaliser ce pourquoi ils ont été faits. On l'a vu ce matin dans la présentation qui a été faite sur Pascal Stich, où j'ai retenu quelque chose de fort sur est-ce qu'un grand vin est un vin dans lequel on a pas une synchronisation, mais une sorte de densification dans la temporalité des sensations. C'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on a une vraie différenciation entre des vins d'entrée de gamme qui sont simples et qui présentent un échelonnement des goûts et une accessibilité des goûts simples pour un consommateur qui n'a pas forcément besoin d'être éduqué pour ça. Là, quand on parle des vins à forte personnalité, on l'a encore évoqué hier soir, on parle des consommateurs qui sont forcément éduqués. Comme tu l'as dit hier, on ne donne pas Proust à lire à un enfant de 10 ans parce qu'il ne va jamais le lire et il n'aura jamais envie de le lire. Donc même chose pour ces vins-là. Donc toute la question est là, à la fois la responsabilité qu'on peut avoir dans l'éducation du consommateur et dans le fait de responsabiliser le producteur, en disant qu'a priori, s'il a une tête bien faite et les idées claires sur son objectif et les potentialités de sa structure, libre à lui de pouvoir faire ce qu'il veut, à partir du moment où il trouve un consommateur qui valorise. Donc à mon avis, on est au bout de l'application de la norme au sens où elle a été définie au jour d'aujourd'hui, parce que cette norme voulait s'intéresser à des contrôles de produits qui, par leur nature, échappent à leur cadre d'application. Alors, au quotidien, le vigneron, il construit un nouveau territoire en décidant de partir sur de l'expérimentation, parce que je pense qu'on est aussi dans cette phase-là, dans l'expression de la personnalité, il y a une phase expérimentale. Est-ce que vous trouvez qu'en Bourgogne, on a toute liberté, justement, pour avancer dans cette expression de la personnalité des vins ? Bonne question aussi. Je dirais que ça dépend certainement du niveau d'appellation. Et que la question ne se pose pas de la même manière pour une appellation régionale ou un village ou un premier cru ou un grand cru. Une appellation régionale, il y a une image du prix qui est assez forte dans la clientèle, et pour sortir un vin, entreprendre cette démarche, c'est pouvoir essayer de valoriser un peu ces produits de manière supérieure, supplémentaire, plus facile. Et c'est vrai que quand il y a une image très très forte sur les prix, c'est moins facile. Donc je pense qu'au bout d'un moment, l'appellation, là, c'est plutôt un frein. Sur des grandes appellations, je crois qu'on a quand même un champ d'investigation qui est beaucoup plus large et qui est facilité aussi par le fait qu'on a accès directement à une clientèle assez aisée et assez connaisseuse. Alors, est-ce qu'en grande surface, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi encore à faire venir un public un peu plus cultivé au niveau du vin pour que on resserre cette inégalité qui est en train d'être évoquée là aujourd'hui, c'est-à-dire que je me lance, moi, vigneron, dans l'élaboration d'un vin personnel plus complexe, mais parce que je peux vendre cher mon vin et que j'ai une petite production avec une clientèle qui est prête à me suivre. Et est-ce qu'en grande distribution, on n'arrive toujours pas à capter ces vins-là ? On arrive à capter ces vins-là dans les petits prix. J'ai un exemple, je vends du Chablis par exemple à 4,95 et je vends du Chablis aussi à 10 €. Ce Chablis à 10 €, le vigneron va mettre 2 ans pour l'élever, etc. quoi. Donc le consommateur reconnaît ce vin-là et comprend la différence de prix entre le Chablis à 5 € et le Chablis à 10 €. Donc je dis en distribution, on y arrive si on a des produits qui permettent une comparaison. Et j'imagine des volumes, parce que Chablis, effectivement, est une appellation qui vous permet d'avoir un certain volume sur ce type de vin.
Oui, mais si je prends un chablis à 5 €, je vais vendre quelques dizaines de milliers de bouteilles. Et si je prends un chablis à 10 €, donc qui est un chablis cher pour la grande distribution, là, je vais en vendre 1000 bouteilles par an. Et est-ce que vous imaginez demain des codes comme ceci, mais cassés, c'est-à-dire, restons sur un Bourgogne aligoté par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer un Bourgogne aligoté à, je ne sais pas quel est votre premier prix dans votre magasin, 3 €. Un aligoté en magasin, on est à 3,50 €. 3,50 € et un aligoté comme certains producteurs en proposent aujourd'hui à 10, 11, 12 €. C'est envisageable demain ça? Peut-être en France, mais bon, dans la région sur Lyon, on a des aligotés à 6-7 € qui sont faits par des vignerons. J'ai mis l'importance sur le vigneron, qui ont un caractère spécifique, quoi, et qui font un élevage assez long. Et là, le consommateur voit la différence entre un aligoté à 3,50 € et l'aligoté à 7 € ou à 8 €. Tout dépend de la façon de l'élevage et tout dépend aussi du marketing sur l'étiquette. Et après aussi le marketing que met la grande distribution en rayon. Parce que le consommateur est en quête de savoir d'où vient le vin, de quelle région il est ou de quel village il est. Serge? Oui, juste pour embrayer là-dessus, c'est qu'on voit que les manières d'acheter du vin ou de consommer, comme Joël l'évoquait, ont un rapport avec d'autres manières de consommer, notamment la question des circuits courts, la question de la proximité, la question de contrôler ou connaître l'origine du produit à partir des producteurs. Et donc là, on est vraiment devant une question qui est quand même intéressante. Si on regarde par exemple les zones en France où on connaît, où on boit du Bourgogne, et les régions où on ne connaît pas du tout le Bourgogne, il y a une partie des Français ou des gens en France, français ou pas français, qui n'ont jamais bu de Bourgogne. Et parce que même dans la grande distribution, il n'y a pratiquement pas de Bourgogne. Si on va du côté du sud-est, du sud-ouest, c'est un produit particulièrement exotique et là très très cher. Donc je pense qu'il y a aussi des stratégies de commerce et de rapport d'offres et de demande. On sait que quand même pour fabriquer de la demande, il faut quand même avoir une certaine capacité d'offre. C'est pour ça que la réflexion sur les vins à forte personnalité identifié comme on vient de le faire, c'est pas inintéressant. Alors c'est plus facile dans les grands vins, dans les premiers crus, mais la question qui quand même se pose pour la Bourgogne, je reste moi marqué par cette question comme historien, c'est si la Bourgogne viticole a un sens, si elle a une existence. On peut essayer de jouer sur la diversité justement de cette Bourgogne viticole pour se poser la question des vins à personnalité, identifier à la diversité régionale des terroirs en Bourgogne, pour travailler sur cette thématique. Et c'est vrai qu'il y a des régions actuellement qui sont des sous-régions à l'intérieur de la Bourgogne où cette question, à mon avis, a un grand intérêt à être posée et peut présenter une actualité forte. La salle est mieux placée que moi pour connaître tout cela. Je voulais juste terminer par une remarque, c'est dans le Larousse des vins d'il n'y a pas très très longtemps, la 1e édition, il y a un œnologue qui l'a préfacé et qui dit maintenant le vin, il y a eu le vin des aristocrates, il y a eu le vin des moines et maintenant des vignerons, des négociants, et maintenant c'est le vin des œnologues. Et non mais je peux vous citer l'édition. C'était un œnologue en même temps. Hein, c'est un œnologue qui l'écrivait en même temps. Ben, c'est un œnologue qui écrivait, bien sûr. Mais ce qu'on dit actuellement nous met un petit peu en distance avec ce discours. C'est-à-dire que l'œnologue est très important, mais il y a la prise pas du pouvoir, mais la reprise en main par le vigneron d'une partie de sa responsabilité. Me semble-t-il, c'est une interpellation. Hein. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est possible. Alors justement, sur ce terrain, on arrive sur un autre pan, et je pense que, Joël, vous avez peut-être des informations à nous donner. Vous évoquiez d'autres produits, vous avez évoqué le cacao, et on arrive sur autre chose, c'est l'éthique, la philosophie que certains produits aujourd'hui se parent pour exister sur les marchés. Est-ce que ça aussi, dans les vins à forte personnalité, c'est pas quelque chose qui est sous-jacent ? Non. C'est sûr que dans le besoin des consommateurs, le besoin de reconnaissance et de reconnaissance notamment par rapport à un comportement lié à des valeurs est aussi important. Et ça rejoint aussi le besoin des producteurs qui veulent aussi être reconnus pour une certaine vision de ce qu'ils ont, de leur travail, de leur vin, de la façon dont ils envisagent. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect important qui a été aussi évoqué tout au long de la journée, c'est l'aspect prix.
Il ne faut quand même pas oublier que le prix est une variable importante et que les vins dits de personnalité, certes en Bourgogne, mais on les trouve aussi dans beaucoup d'autres régions. Et dans les autres régions, ça procède d'une volonté des producteurs de sortir de la cotation de leur appellation qui les tire vers des produits pas chers. Donc on voit par exemple beaucoup dans les côtes de Roussillon apparaître ce type de produit. C'est parce que les côtes du Roussillon ont du mal en termes de valorisation de prix. Donc ils ont trouvé dans ces moyens de se différencier, une possibilité de sortir et d'avoir des prix un petit peu, on dirait, hors norme appellation, hors norme de référence produit, comme l'évoquait Yves tout à l'heure. Effectivement, les vins les plus chers du Languedoc et du Roussillon sont des vins de table ou des vins de pays. Mais à ma gauche, ou vins de France, pardon, Maître Berthomo. Par contre, vous, un de vos vins les plus chers, rappelez-moi l'appellation. Échezeaux. Oui, mais vous avez un autre vin très connu dans votre cave qui est votre Bourgogne. Le Bourgogne Chapitre. Non, oui. C'est un simple Bourgogne, oui. Et c'est un des vins les plus chers de votre gamme. Le vin, oui, c'est un vin que je commercialise à 45 € auprès des particuliers. Oui, donc en fin de compte, même en Bourgogne, je crois qu'il se passe à peu près le même phénomène. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire il y a une forme pour la reconnaissance passe aussi par la reconnaissance d'un travail dit de forte personnalité, passe par le fait que vous sortez complètement des normes des prix. Enfin, bon, de toute façon, je pense que si une démarche qui est entreprise comme ça, c'est pas pour rester dans la norme tarifaire. De toute façon, autrement, c'est quand même il y a quand même une prise de risque. Il faut pas s'en cacher. Et c'est quand même un métier. Enfin, c'est une approche où il y a quand même où c'est un peu stressant des fois. Voilà. Donc maintenant, voilà. Enfin, pour arriver à ça, il y a aussi tout un travail en amont sur les rendements qui sont quand même assez limités. Donc nécessairement, il faut aussi arriver à valoriser le produit de manière supérieure pour pouvoir faire tourner l'entreprise. Et alors, caviste dans le 5e arrondissement, j'imagine que vous avez une assez belle clientèle de gens plus aisés que dans une ZUP de ville de 15 000 habitants. Quel est justement ce rapport au prix? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour exister dans cet univers de vin à forte personnalité, est-ce qu'on est crédible en faisant un vin à 6-7 €? Oui. Oui, bien sûr. Il existe un nombre important de ces vins-là à prix très modeste, sur des exploitations peut-être plus grosses, avec des rendements peut-être un petit peu plus confortables. On peut proposer du vin dit nature à 150 ou 200 €, c'est sûr, mais on en propose aussi à 5 €. Et de jolies factures, du joli vin. Le prix, qu'il soit bas ou qu'il soit haut, c'est pas forcément un argument pour décider un client d'acheter ce type de vin ou pas. Il attend avant tout un type d'émotion, et ensuite son achat est en effet dicté par ses capacités, mais c'est pas le point absolument déterminant. Notre ami de la grande distribution, vous êtes un peu enfermé quand même, vous, dans des prix. Est-ce que si vous décidez demain de prendre, il n'y en a pas beaucoup, je sais, mais 10 caisses du Bourgogne Chapitre de Jean-Yves, que vous allez vendre 50 €, vous pensez que ça peut se faire, ça? Ça peut exister aujourd'hui, en grande distribution? Ça peut se faire sur une période courte, mais très courte, quoi. J'ai fait l'expérience de vente du Grand Échezeaux, quoi. Et là, je parle à un Bourgogne. Mais déjà pour nous, c'est déjà pas mal, quoi. On a acheté 3, quoi. Et en fin d'opération, il reste 3, quoi. Donc les gens en grande distribution ne sont pas encore prêts à acheter ces vins-là. Donc je pense à acheter son vin à 45 €. Le consommateur GD ira plutôt vers le caviste. Donc je veux dire, chacun a son métier, quoi. Et pour l'instant, la GD n'est pas prête à vendre ces vins-là. Alors, on va peut-être un peu fonctionner avec la salle. Si vous avez... Alors, est-ce que les questions sont écrites ou non? Mais pas, on va directement. Je pense si des vignerons, parce que je pense qu'il était un peu seul sur la scène, si des vignerons veulent s'exprimer sur ce sujet, je pense que ça serait intéressant de nous parler de simplement votre expérience, votre vécu sur cette définition de vin à forte personnalité. Allez, qui se lance?
Bah, on va piéger aucun bourguignon. Je vois un Alsacien, il est hors de son pays. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Marcel. Jean-Michel, pardon. Je suis surpris qu'à aucun moment de cette matinée, le terme industriel n'a été cité. Et ça me gêne beaucoup parce qu'on a parlé de la norme, on a été tous très polis. Mais mettons quand même les pieds dans le plat. Il existe aujourd'hui, et c'est relativement nouveau, une démarche industrielle, y compris dans des vins qui se réclament du terroir et de l'appellation. Donc ça, c'est une première remarque. Je crois qu'il faudrait recentrer le débat autour de ce point, parce que s'il existe à l'opposé du spectre des vins dits à forte personnalité, c'est aussi peut-être en réaction contre l'impossibilité que le terroir s'exerce dans ce qu'il a de particulier. C'est qu'il recourt et qu'il requiert une sensibilité du vigneron. Dans le terroir, il y a le facteur humain. C'est pas que de la géologie, de la pédologie, du cépage, etc. Il y a le facteur humain et la compréhension individuelle et collective d'un patrimoine. Donc moi, je pense qu'il faut replacer le débat là. Les terroirs doivent reconquérir pour moi l'espace justement de la sensibilité, en s'adressant aussi aux consommateurs, et que les produits que je trouve tout à fait légitimes et qui appartiennent à une démarche saine, s'interroger sur la demande et essayer d'aller vers elle, c'est légitime, c'est pas critiquable. Moi, je demande juste une chose. Quand un consommateur achète une bouteille, il doit pouvoir savoir facilement si c'est un produit qui appartient à une pratique, une idéologie industrielle, ou si c'est un produit qui requiert et qui passe à travers le filtre, l'effort, la soumission à une sensibilité. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Et la deuxième, c'est juste une petite remarque très librement pour les vins nature. Il y a aussi, et ça n'a pas été dit, dans la démarche des vins nature, des gens qui essayent de casser les codes du luxe. Et ça, c'est sociologiquement tout à fait intéressant. Des gens qui disent qu'une grande bouteille de vin, ce n'est pas forcément une bouteille qui coûte 45 €. Et là, il y a un espace qui apparaît, qui est, je pense, très nouveau. Ça ne c'est pas vieux, c'est quelque chose qui a 3-4 ans. Des gens qui trouvent que finalement, boire une bonne bouteille de vin qui leur plaît, qui leur fait du bien, ça ne nécessite pas forcément de coûter 45 €. Donc ça, c'est nouveau. Voilà, donc c'était juste 2 remarques très modestes. Merci. Oui, je me permets de, toujours un peu dans mon thème qui m'est cher, c'est-à-dire qu'on a parlé des vins, des goûts anciens, des goûts d'aujourd'hui, des goûts d'hier, des goûts de demain. On n'a pas trop parlé des millésimes plus anciens, des vins de garde, des vins qui évoluent avec le temps, dont la partie aromatique, donc les descripteurs aromatiques vont évoluer dans le temps. On parlait d'arômes primaires, secondaires, tertiaires, avec des arômes très particuliers, c'était la Bourgogne. Et ces vins de niche, d'exception qu'on avait autrefois, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait y repenser un peu quand même. Et puis, peut-être on trouverait un intérêt auprès des consommateurs, auprès d'une clientèle. Je l'ai fait l'expérience, j'étais dans la télé hier, je n'ai pas vu, avec les Chinois hier, à Pékin, où je leur ai servi un Vosne Romanée 86. Et ils ont été absolument extraordinairement surpris en se disant c'est pas possible que ça vieillisse, ça se garde jeune. Enfin, vous voyez, je fais la promotion du Vosne Romanée. Merci. Jean-Philippe, le terme, juste quand évoqué par Jean-Michel Deiss, d'industrialisation, on ne l'a pas effectivement du tout évoqué là sur le plateau, mais pourquoi? Parce que c'est pas une réalité, c'est tabou. Non, moi je suis œnologue, donc j'ai la chance de ne pas savoir ce que c'est qu'un vin industriel, donc je vais répondre sur le ton de la boutade. Je sais qu'il y a des déterminismes pour apprécier les potentialités d'un terroir et pour amener un raisin à maturité. Et je sais que dans un grand vin, il n'y a que du déterminisme. Il y a juste ça. Après, ce que l'on met dedans et les outils qu'on sollicite, c'est une question d'approche personnelle. Hein. On peut traverser l'Atlantique avec un sextant sans GPS. C'est pas la question. Il y a le but et il y a la façon d'y aller. Donc, il faut peut-être rappeler, j'ai entendu parler de vin industriel, on aurait pu aussi dire il y a une standardisation des vins. Mais oui, mais on est parti d'où dans les années 30? On est parti d'où?
on est parti de vins qui ont été présentés sur le marché qui n'étaient même pas l'image de ce qu'ils voulaient montrer. Donc à un moment donné, la sécurité, la défense du consommateur, ça a bien été d'éliminer, mais c'est pas si vieux que ça quand même, les piqûres acétiques, les piqûres lactiques, les vins qui ne se conservaient pas. La raison de la création de la station œnologique de Beaune en 1905, c'était une demande du négoce pour travailler sur la conservation des vins, puisque le négoce n'arrivait pas à exporter les vins parce que les vins n'étaient pas stables. Donc à un moment, il a bien fallu revendiquer et développer de la technologie et des acquisitions scientifiques. Alors forcément que ça a amené une standardisation, mais une standardisation par le haut, parce que justement c'est à partir de l'élimination des vins, on va dire, avec des défauts patents, on a pu permettre à tout à chacun ensuite de s'exprimer, de pouvoir gérer, et c'est un choix individuel de dire, moi je revendique telle ou telle typicité, c'est absolument pas incompatible. C'est pour ça que ce terme de vin industriel, je ne le comprends pas. Quand on fait un vin dans lequel on essaie de maîtriser les coûts de production pour offrir un produit qui s'adresse à un particulier, avec un rapport qualité-prix intéressant, quel est le problème ? On est bien obligé de le maîtriser. Donc tout le monde ne se retrouve pas forcément dans ce marketing de l'offre. À mon avis, c'est pas possible. Et je trouve qu'opposer de l'industriel à quelque chose qui serait quoi ? Qui serait dans le naturel, dans la naturalité, alors qu'on sait qu'il n'y a rien de naturel dans le fait de contraindre un plan de vigne comme un bonsaï pour justement exprimer ce qui peut en sortir. Je trouve que toute l'originalité, c'est du déterminisme humain. Donc on est très loin de cette opposition entre des vins naturels d'un côté et des vins industriels. Des vins industriels de l'autre. Par contre, on change entre effectivement, selon qu'on s'adresse à un marketing de l'offre ou un marketing de la demande, c'est totalement différent et c'est pas du tout injurieux pour les gens qui se mettent dans l'un ou de l'autre. Et on ne nie pas le terroir non plus là-dedans, absolument pas. Au contraire. Bonjour, on a beaucoup parlé ce matin de diversité, ce qui me semble quelque chose d'assez intéressant. Et on a aussi parlé d'éducation des consommateurs, d'éducation à la dégustation. Or, il me semble qu'il est très compliqué d'éduquer les consommateurs. Où sont les lieux d'éducation à la dégustation, qui ne soient pas des lieux extrêmement chers, extrêmement élitistes? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une façon d'éduquer, par exemple, de former, d'initier, de sensibiliser peut-être les jeunes qui connaissent peu et le vin de Bourgogne également. Il me semble que ces questions-là mériteraient d'être davantage réfléchies si on veut avancer sur les questions de diversité. Et l'autre question d'éducation, et l'autre question, c'est pour la diversité, ce qui ne serait pas plus intéressant aussi d'associer davantage les femmes à cet univers du vin? Je constate qu'il y a très peu d'intervenantes ce matin. Par contre, il y a beaucoup de consommatrices. On a parlé tout à l'heure des femmes en Angleterre qui boivent du chardonnay. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'avancer un petit peu sur ces questions à diversité, féminité, éducation? Merci. Je ne sais pas. De femme à femme. Je botte en touche. Non, peut-être que... Serge, vous voulez quelque chose? Pour l'éducation, c'était pour l'université, pour dire. Si, juste dire un mot pour aller dans votre sens. Je suis prof à l'université, pas n'importe où, à Dijon, en Bourgogne. Eh bien, ça a été une bataille pendant plus de 10 ans pour faire accepter l'idée de cours sur l'histoire du vin. Et pas seulement en master professionnel. Hein. Et aujourd'hui, il y a des étudiants en sociaux, en psycho, en autres, qui viennent en 3e ou en 4e année. Et quand on leur demande pourquoi vous venez, pour la raison que vous dites, parce qu'on veut savoir. Alors on est en Bourgogne, c'est des gens de Lyon, de Saône-et-Loire, de Côte-d'Or, et qui sont de familles très diverses et qui font pas ça pour une raison professionnelle, mais en termes de culture générale. Et vous voyez, ça correspond à un besoin. Mais ça a fait quand même beaucoup sourire dans les instances de notre université quand j'ai proposé ça. Et ça à se demander pourquoi. Alors, il y a vraiment des progrès à faire parce que c'est évidemment très important que l'histoire qu'on raconte, que le récit, que tout ce qu'on dit sur le rapport du vin à la société, à la culture, si ça a un sens. On a réussi à avoir la chaire UNESCO dans ce domaine à Dijon. On devrait, de ce point de vue, en Bourgogne au moins, avoir cette capacité à faire ce travail éducatif sous des formes assez larges. Alors, la question des jeunes femmes, des femmes dans ces cours, on s'aperçoit que la majorité des étudiants, ce sont des étudiantes. Voilà. Oui. Moi, je suis sur l'Internet depuis 7 ans, ce qui permet en effet de sentir le monde.
D'abord, les femmes sont très présentes, hein, rassurez-vous, et le mot éducation n'est pas un mot très facile à faire fonctionner, mais en revanche, dans ce débat, ce qu'il faut bien voir, c'est d'abord que le consommateur de vin est aussi un consommateur tout court. Au ministère de l'Agriculture, je m'intéresse à la viande bovine. Quand on voit ce que consomment les gens aujourd'hui comme viande bovine, hein, ce minerai qui passe dans des hachoirs, c'est pas tout à fait l'image qu'on a de la viande. Hein. Donc le consommateur, si vous voulez, qu'est-ce qu'il aime? Il aime d'abord le vigneron et sa terre. Hein, quand j'avais écrit mon fameux rapport, j'avais dit numéro 1, l'environnement. Donc, cette espèce de... Alors, ça a des aspects extrêmement éclatés. Par exemple, dans la viande, c'est horrible. Hein. Il y a des choses, il y a des mouvements extrêmement forts contre. Bon. Mais c'est cette recherche. Alors, ces vins dits de caractère, c'est aussi la recherche de ce qui se passe dans la vigne. On parle très très peu de la vigne dans les revues de vin. On parle du vin, produit final. On parle très peu des gens qui sont dans la vigne d'ailleurs. Hein. Ça fait partie des choses. Donc, ces vins dits nature. Alors, ne parlons pas trop de culture, hein, parce que je fréquente beaucoup les milieux nature parisiens. Il y a beaucoup d'acculture aussi. Hein, il faut appeler un chat un chat. Hein, l'expérience, ça existe. Même, évidemment, quand on a plus de 60 ans comme moi, on le revendique. Mais vraiment, si la Bourgogne a quelque chose à faire, c'est en effet de tirer parti de cette micro-région, de sa diversité. Hein, tous ceux qui disent que la diversité est une chose horrible n'ont jamais rien compris à nos enfants sur Internet. Je veux dire, ils sont capables de démêler des trucs. Moi, je n'y comprends rien. Bon. Donc la diversité ne les rebute pas. Simplement, c'est la porte d'entrée. Et on est un peu un bel exemple de cette mauvaise porte d'entrée. Hein, c'est-à-dire que notre incapacité à créer du lien. Moi, je suis sur Internet parce que ça crée du lien. Je peux parler à un Québécois, je peux parler à un Chilien, je peux parler... en ce moment, il y a une grosse polémique sur M. Parker en Espagne. Eh bien, on l'a mis sur le net. Hein, je veux dire, tant et si bien que j'ai reçu du papier bleu le soir même. Très bien. Mais sachez que cet outil, qui n'est pas un joujou pour gamins, mais permet tout ça. Et tout particulièrement, en effet, d'aller vers toutes ces populations, qui sont des populations, en effet, d'occasionnels. C'est-à-dire, on est face à des gens qui ont, en effet, des cultures alimentaires. Bon. Et moi, je plaide pour ma paroisse, qui est une toute petite paroisse. De grâce, investissez la toile de façon professionnelle, réfléchie, parce qu'en effet, il y a une revue qui vient de se créer, qui s'appelle 21. Il n'y a que du contenu, pas un gramme de pub, et ça se vend comme des petits pains. Le contenu, quel qu'il soit, se vend. Donc, moi, je suis venu en spectateur pour écouter, j'ai entendu des choses très intéressantes, mais de grâce, Gutenberg est un peu loin. Ça ne veut pas dire que l'Internet tue Gutenberg. Mais sur l'Internet, je dis toujours à mes copains de la coopérative d'Ambré-Castelmore, 13 coopérateurs, c'est l'autoroute qui va d'Ambré-Castelmore à New York et qui est utilisable par n'importe qui, pas n'importe comment. Donc, continuez ce genre de débat, mais faites venir, et Frédéric l'a dit assez bien, Varenchuk, c'est un grand showman. Bon, à mon avis, il a intérêt à s'arrêter parce que son discours se dégrade. Je l'ai vu à Paris, bon. Mais c'est aussi un businessman, parce qu'il ne fait pas ça pour du beurre, hein, il fait ça pour vendre du vin. Donc moi, mon œil sur aujourd'hui, c'est très intéressant, mais il faudrait là des caméras, pas simplement qui aillent sur la télévision, justement, qui aillent vers le consommateur. Alors justement, Jacques, parce que effectivement, vous avez vu des caméras, et ce sont des caméras de Bourgogne Live pour faire un petit film et retranscrire l'intégralité de nos débats sur Internet. Donc vous voyez, effectivement, Jacques, c'est vrai que vous étiez un des tout premiers à mettre le vin sur Internet. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération. Comme effectivement, je viens de Gutenberg, mais j'étais un des premiers à avoir monté un site Internet en 98. C'était un autre siècle. Et pourtant, il y a une vague qui nous a effacés.
et une autre qui en reportera d'autres. Et je pense que pour conclure, on a vu ce matin avec les 20 fortes personnalités, je crois qu'il y a personne n'est là pour chasser ou pour combattre les uns et les autres. J'ai même trouvé l'intervention de Jean-Michel plutôt soft. Je l'ai connu beaucoup plus agressif, mais soft dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut parler, ça peut dialoguer. Je pense que ce qu'on a évoqué sur cette table ronde pourrait nous continuer très très tard dans la nuit, mais avec des arguments, avec de l'écoute, qui, je crois, peut-être un peu grâce à Internet, parce qu'on lit plus, derrière son écran, on est prêt à prendre une décharge de gens qu'on déteste, mais pourtant on va peut-être calmement plus loin dans l'écoute des idées, et aussi pour se construire nous-mêmes. Voilà. Merci, et bonne fin de journée, et on retrouve cet après-midi.